parcourant les océans, enchaînant les milles et les aventures. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer ceux qui, comme moi, ont la mer pour horizon. Je vous emmène à travers la planète, de l'Afrique à l'Amérique, du Pacifique à l'Atlantique, à la rencontre des peuples des mers. Chaque peuple a sa propre perception de la mer, sa propre façon d'y naviguer. Cet épisode nous emmène en Asie du Sud-Est, vers des communautés dont l'identité s'est forgée autour de leurs bateaux. En Thaïlande, les Moken sont des nomades des mers, passant leur vie sur leurs navires qu'ils considèrent comme un véritable être vivant. En Birmanie, les Dawai vivent au rythme de la lune. Le bateau est leur bien le plus précieux. Ils les portent pour des campagnes de pêche de plusieurs nuits. Enfin, au Vietnam, l'archipel de Cù Lao Cham abrite une communauté de pêcheurs qui s'entêtent à naviguer sur des coracles, esquifs sans pareil, pour aller pêcher au plus près des rochers. Pendant des siècles, les Moken ont vécu librement le long des côtes de Thaïlande et de la Birmanie. À bord de leur kabang, leur bateau maison, ils se déplaçaient d'île en île, se nourrissant des fruits de la terre et de la mer. Aujourd'hui, devenus sédentaires, les Moken n'ont pas perdu le goût du voyage. Dès qu'ils le peuvent, ils embarquent avec femmes et enfants pour un périple de quelques jours ou de quelques semaines, perpétuant un mode de vie qui a forgé leur identité et leur culture. La coque est bien abîmée. Il faut l'inspecter avant de prendre la mer. Noy est né sur un kabang il y a 35 ans. Pendant la saison des pluies, il vit dans une maison sur pilotis comme la plupart des Moken. Mais dès la fin du mauvais temps, il embarque avec sa famille pour un voyage au long cours. Cette pièce en métal ici, elle a rouillé. C'est pour ça que le bateau prend l'eau. On va devoir réparer ça avant de partir. Il faut tailler un bout de bois et puis on va reboucher le trou. Ce sont des bateaux qui demandent beaucoup de soins car ils passent tout leur temps sur l'eau. Là, ça devrait tenir en attendant la prochaine halte. Il faut que j'en prenne soin car c'est l'un des derniers en état de naviguer. J'espère le plus longtemps possible. J'embarque sur le kabang de Noy avec sa femme, ses 2 enfants et leur grand-mère. 6 personnes au total qui vont vivre dans cet espace minuscule. Pour les Moken, le kabang est plus qu'un bateau. C'est un lieu de vie où tout est réduit au minimum pour permettre de bouger au gré du vent. Je ne peux pas te dire précisément où on va, parce que je ne sais pas moi-même. J'aime bien être libre et décider au jour le jour où je veux aller. J'ai pas vraiment d'itinéraire. On va naviguer entre les îles qui nous entourent et on s'arrêtera si on a besoin de quelque chose. Les Moken vivent au large de la Thaïlande et de la Birmanie, dans l'archipel des Mergui. Un chapelet de 800 îles, pour la plupart inhabitées, qui s'étendent sur près de 400 km dans la mer d'Andaman. C'est ici que nous rangeons nos affaires. Comme ça, elles sont au sec. On appelle cet endroit le ventre du bateau. Devant, c'est la bouche, car c'est de là que l'on remonte après avoir pêché. Et à l'arrière du bateau, on appelle ça le colon, car c'est là que tu vas faire tes besoins. Pour nous, c'est plus qu'un bateau. C'est lui qui te donne la vie. Moi, par exemple, je suis né sur un kabang. Et grand-mère aussi.
C'est sur un kabang qu'on passe une grande partie de sa vie. Alors le kabang, c'est comme un corps dans lequel on vit. Le kabang Moken, si tu prends soin de lui, il pourra t'emmener où tu veux. La grand-mère prépare souvent le repas. Le riz, le sucre et l'huile ont été échangés contre du poisson dans les villages de la côte. Pour le reste, la famille doit pêcher, ou plutôt chasser. Car Noi, comme tous les Moken, n'utilise pas de filet, mais un harpon. C'est important que ce soit le plus tranchant possible. Comme ça, les poissons sont transpercés et ils ne peuvent pas s'échapper. Grâce au harpon, tu peux te tenir à distance du poisson et ne pas l'effrayer, alors que la pointe de ton harpon, elle peut être plus près. Comme ça, quand tu frappes, le poisson se doute de rien. Sinon, il fuirait et toi, tu n'attraperais rien. J'ai juste besoin de quoi nourrir ma famille. Quand tu utilises un filet, tu attrapes tellement de poissons que tu ne peux pas tous les manger. Et tu dois en jeter. Moi, quand j'ai besoin de nourriture, je vais chasser. Comme ça, je peux choisir moi-même les poissons que je mange. Les fonds sous-marins de l'archipel sont tapissés de récifs coralliens, peuplés d'oursins, d'étoiles de mer, d'anémones, de gorgones et une myriade de poissons aux couleurs chatoyantes. Pour chasser, Noi utilise un harpon de 4 kg, difficile à manier. Il n'est jamais facile d'atteindre sa proie du premier coup. La pêche sous-marine, c'est dur physiquement. Les poissons vont vite et ne se laissent pas facilement attraper. Aujourd'hui, je suis un peu triste, car je n'ai plus la force de nager et de retenir mon souffle. Moi, ce que j'aime sous l'eau, c'est que personne ne vient te parler ou te demander de faire quelque chose. Tu ne vois plus ni la terre, ni le bateau, tu es dans un autre monde. On a bien mérité notre repas. Nous tenons à ce mode de vie. Grâce à lui, nous pouvons subvenir aux besoins de notre famille. Mais il faut faire attention aussi, car la mer peut être dangereuse. Tu sais, ici, en 2004, il y a eu un tsunami qui a tué beaucoup de gens. Heureusement, nous, les Moken, nous avons tous survécu, car nous savions qu'il allait venir. Il y a une légende que racontent les anciens. Elle dit que quand la mer se retire sans explication, c'est que l'esprit du Laboon, la grande vague, est mécontent et qu'il va venir purifier la terre. Moi, j'étais dans un village. J'allais vers mon bateau pour prendre la mer et repartir. Mais au fur et à mesure que j'avançais vers le bateau, j'ai vu la mer se retirer sous mes pas. Je me suis retourné vers Maniao et je l'ai vu fuir avec les autres femmes dans les hauteurs.
Nous, les hommes, quand on a vu que la mer continuait de se retirer, on a décidé de les rejoindre. Et on a attendu comme ça dans les montagnes que la vague passe. Quand on est revenu au village, il n'y avait plus de maison. Et on était tous sains et saufs. Parce que nous avions été prévenus par nos ancêtres. Nous reprenons notre voyage. Le paysage défile avec ses forêts denses et impénétrables. À bord, le quotidien s'organise avec ses petits rituels. Après plusieurs heures de navigation, nous arrivons à Kona, une des rares îles de l'archipel où nous sommes sûrs de trouver de l'eau. Noi décide de débarquer pour se ravitailler. L'eau est une préoccupation permanente pour les Moken. Nous pénétrons dans la forêt. L'endroit est sauvage, isolé, semblant vierge de toute présence humaine. Noi ne semble cependant pas être perdu. C'est ici que ma famille vient depuis toujours. Ils me l'ont montré quand j'étais petit. Dès qu'on passait à côté de cette île, ils me disaient toujours « Souviens-toi bien de cet endroit, il peut te sauver ». Et à mon tour, je le montre à mes enfants. C'est très important d'avoir des points de ravitaillement. C'est grâce à ça que nous sommes indépendants sur la mer. Avant de reprendre la mer, Noi me conduit à l'intérieur de l'île. C'est ici, au milieu d'une épaisse végétation, que les Moken trouvent refuge lors des ouragans et des tempêtes. Une fois l'île traversée, nous retrouvons la pleine mer. Le bateau de Noi semble bien seul sur la vaste mer d'Andaman. À perte de vue, les flots s'étalent paisiblement, comme écrasés par un soleil de plomb. J'ai l'impression d'être seul au monde. Quand soudain... Il y a un bateau, on va aller voir. Vous venez d'où? Un petit village sur la côte. Vous faites quoi ici? On pêche, on cherche des coquillages. Les rencontres sont rares et fortuites. Elles sont l'occasion d'échanger des nouvelles et de rompre la solitude qui s'installe parfois à bord. Chez les Moken, on ne dit pas bonjour. C'est pas par impolitesse, c'est comme ça. Pas besoin de dire quelque chose. Aujourd'hui, tu es là, sur le bateau, et c'est tout. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de Kabang. Il a l'air en bon état. Il est à toi? Oui, c'est le mien. J'essaie d'en prendre soin, car on navigue tout le temps. Et c'est lui qui nous nourrit. Ça se passe comment dans votre village? Vous êtes combien à vivre ensemble? On a environ une trentaine de familles, mais il n'y a pas de travail. On fait comme on peut. On se débrouille. On peut seulement ramasser des coquillages et des concombres de mer. Mais c'est pas assez. Surtout avec une famille à nourrir.
Servez-vous, il y en a pour tout le monde. C'est bon, ça va tenir. Venez. Après ces quelques jours passés avec Noy et sa famille, je comprends un peu mieux leur besoin de voyager. En vivant au fil de l'eau, ils ont fait le choix de la liberté, même si cela veut dire pour eux de vivre à l'écart du monde. Mais ils savent aussi que cette vie ne durera pas forcément toujours. Je vois bien les autres Moken. Ils n'utilisent plus de kabang. Ils habitent presque tous dans des maisons. Ils ne veulent plus vivre sur l'eau. Tu sais, même si on me donnait un grand terrain avec une belle maison, je préférerais vivre sur mon bateau. J'apprendrai à mes enfants comment construire un kabang. Moi, je suis né sur un kabang. Et j'espère bien finir mes jours sur un kabang. Comme l'ont toujours fait mes ancêtres Moken avant moi. Notre voyage continue. Je ne sais ni où ni quand nous arriverons. Aux côtés de cette famille enracinée dans l'écume des vagues, je partage leur goût de la liberté et ce désir puissant de se laisser guider par le vent et les étoiles. Quelques centaines de kilomètres plus au nord, les Dawei luttent contre courants et marées pour pêcher de quoi survivre. Contrairement aux Moken, les Dawei sont sédentaires. Ils se sont installés depuis des siècles au sud de la Birmanie, tissant des liens intimes avec la mer qui les entoure. Les communautés s'égrènent de village en village le long du littoral sur plusieurs centaines de kilomètres. Pêcheurs et navigateurs, leur vie s'écoule le long de la mer d'Andaman. Au fil du temps, les Dawei ont appris à composer avec les courants et les vents. Ils vénèrent les esprits de la mer qui les protègent. Ils attachent une attention toute particulière à l'astre qui provoque montée et baisse des eaux. Cette lune qui veille sur la nuit de ce peuple isolé. Koangmo est un pêcheur Dawei. Toutes ces maisons appartiennent à des pêcheurs comme nous. Ils vivent ici avec leur famille. Cela représente peut-être 1 millier de personnes. Lorsque la marée est haute, le niveau de l'eau de la rivière est alors suffisant pour que les pêcheurs puissent entrer et sortir leur bateau. Koangmo habite à l'écart du centre-ville, en amont de la rivière. Pour accéder à sa maison avec son bateau, il doit être attentif au mouvement de la marée. J'y vis avec toute ma famille, environ une quinzaine de personnes. Mon beau-frère, Soussou, et mon fils de 13 ans m'accompagnent quand je pars pêcher. Nous vivons très pauvrement, sans beaucoup de moyens. Nous devons compter les uns sur les autres. Si je devais payer des salariés, ce serait beaucoup plus dur pour nous. Pêcher avec les membres de ma famille, c'est plus simple, moins risqué et plus rentable. C'est une chance. Koangmo vit dans la péninsule montagneuse de Dawei. Il habite à Sanlan, un petit village ouvert sur la mer d'Andaman.
Macho, sa femme, prépare le repas au milieu des enfants. Cousins, oncles, tantes, tous partagent une même maison et vivent dans la même pièce. Nous embarquons avec Macho et sa sœur Chuche pour aller au village. Quand la marée est haute, on peut profiter du bateau, ce qui nous permet d'aller faire les courses plus rapidement. Et surtout, c'est moins fatigant que d'y aller à pied. Une fois débarqués, Macho nous emmène faire le tour des boutiques du village. Elle espère trouver les légumes qui manquent pour accompagner le poisson de ce soir. C'est beaucoup de travail de cultiver. Dans notre famille, on a la chance d'avoir mon mari qui est un bon pêcheur. Il nous ramène du poisson et en vend une partie. Cela nous permet d'acheter des légumes, c'est mieux comme ça. Pendant le temps des courses, Kwang Mo prépare son bateau pour sa prochaine sortie en mer. Il part 3 ou 4 jours d'affilée quand la météo le permet. Pour conserver son poisson, la glace est indispensable. Le chargement est tout autant un travail d'homme que de femme. Nous ne sommes pas riches dans ce village. Tout le monde doit travailler. Les femmes, les hommes, tout le monde se partage les tâches. Si un homme est capable de porter de la glace, alors une femme peut le faire aussi. Dans cette partie de la Birmanie, le marnage, la différence entre la marée haute et la marée basse, est important. La marée basse de Sanlan empêche la plupart des bateaux de prendre la mer et quotidiennement, ils s'échouent sur le sable. Le temps devient alors plus lent et la vie du port s'adapte à ce nouveau rythme. Les femmes font sécher le poisson que les hommes ont pêché ce matin. La rivière est devenue un mince filet d'eau. Les enfants, eux, en profitent pour se baigner. Kwang Mo, lui, prend soin de ce qu'il a de plus précieux, son bateau. Il brûle des feuilles de cocotier séchées pour protéger la coque du sel et des parasites. Je dois prendre soin de mon bateau. Ça représente beaucoup d'argent. Pour en obtenir un, il faut pouvoir emprunter, le plus souvent à ta famille ou aux commerçants. Il faut qu'ils te fassent confiance pour rembourser. Moi, j'ai eu cette chance. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi car je suis travailleur. Ici, on vit tranquille, au jour le jour. Nous, les Dawei, on est comme ça. On ne pense pas vraiment à l'avenir. C'est difficile de nous projeter dans le futur. Moi, mon quotidien, c'est la pêche. C'est ma vie. Je travaille au jour le jour pour nourrir ma famille. D'ailleurs, si j'ai plus que nécessaire, je le donne aux moines du village. L'important, c'est d'avoir juste ce qu'il faut pour vivre, jour après jour. La religion est très importante pour nous. Nous croyons en Bouddha et surtout en Ushinji, notre dieu de la mer. C'est lui qui nous apporte la chance nécessaire pour faire de bonnes pêches. C'est lui qui nous protège, qui nous permet de gagner de l'argent quand c'est nécessaire. Nous devons essayer d'être en bon terme avec lui, car sinon il peut nous arriver malheur. Ushinji est notre dieu.
celui qu'on doit vénérer à chaque fois que nous partons en mer. C'est très important pour nous de respecter ces croyances. À la nuit tombée, Quang Mo rejoint les siens pour le dîner. Entouré de sa femme et de ses enfants, il partage avec eux le fruit de sa pêche. Réussir à nourrir sa famille est pour lui une préoccupation constante. C'est toujours pour moi une grande pression. La pêche, ce n'est jamais garanti. Parfois, c'est difficile de trouver du poisson. D'autres fois, c'est la météo qui nous empêche de sortir. Je dois ramener quasiment 70 kilos de poissons à chaque sortie pour subvenir aux besoins de tous. Payer l'essence, acheter les fournitures. Tu vois, c'est utile l'aide des dieux. Mais tout ça m'empêche de dormir car c'est vraiment beaucoup de pression. Au petit matin, nous nous retrouvons sur le rivage. Les pêcheurs attendent la marée haute pour sortir en mer. Quang Mo profite de ce moment de calme pour me faire partager ses prières à Uchinji, le dieu de la mer. T'as vu, la lune est presque pleine. C'est le moment de lui faire de bonnes offrandes, car quand la lune est pleine, la marée descend très bas, et les bateaux ne peuvent plus sortir pendant plusieurs jours. Voilà tout ce qu'on pose dans le panier aux offrandes pour célébrer Uchinji. Il y a même des cigarettes. Je fais souvent ce genre d'offrande à notre Dieu. Je lui donne toutes sortes de choses. Comme ça, je peux sortir en mer plus tranquille. Parfois, je dois partir plusieurs jours. C'est donc important d'offrir à Uchinji ce dont il a besoin. Comme ça, j'ai l'esprit plus tranquille. Vers le milieu de l'après-midi, la marée est enfin haute. Nous pouvons embarquer et partir pêcher au large durant 2 jours. La zone de pêche se situe assez loin du village, à plusieurs heures de navigation. À la veille de la pleine lune, la plupart des bateaux sont en mer, espérant profiter des forts courants de marée pour réaliser une bonne pêche. Ce que tu vois là, ce sont des lumières qui servent à attirer les poissons durant la nuit. Elles sont posées sur de grandes perches. Et quand les poissons remontent vers la clarté, les pêcheurs les attrapent grâce à des filets. C'est très efficace comme pêche. Les Dawei ne possèdent pas tous les mêmes techniques de pêche. Certains d'entre eux ont choisi des bateaux plus grands, qui nécessitent l'embarquement de matériel important. La nuit, leurs perches lumineuses éclairent la surface de l'eau et attirent les poissons par centaines. Nous tentons de nous approcher, mais les occupants du bateau, inquiets à l'idée que nous abîmions leurs lampes, nous demandent de nous éloigner. Quang Mo renonce à accoster. Il préfère sa manière à lui de pêcher, plus familiale et plus artisanale. En ayant un bateau plus petit, il a aussi moins de pression pour le rentabiliser. Alors, pour ce soir, on a prévu de manger du calamar avec du riz. D'habitude, on mange plutôt du poisson, même parfois cru. Mais là, ce soir, ce n'est pas possible. Il y a trop de vent. Il faut attendre qu'il tombe un peu, d'ici 1 heure ou 2, pour que nous puissions pêcher.
pêcher toute la nuit, en nous relayant pour dormir et surveiller l'horizon. Quang Mo passe en moyenne 20 jours par mois sur la mer. Le matin, comme ça, la lumière est très douce. C'est très reposant. Ici, je me sens vraiment tranquille à ce moment de la journée. Et c'est surtout le bon moment pour pêcher. Le matin, comme ça, les poissons montent volontiers. La marée est trop basse pour entrer au port. Nous jetons l'ancre sur cette plage déserte. Maintenant, on doit ramasser du bois pour le ramener à la maison afin de faire du feu. On fait un tas sur la plage, puis on charge le bateau. Tu vois, j'ai appris à nager peut-être même avant de savoir marcher. Pour moi, la mer a toujours fait partie de ma vie. Mes souvenirs les plus anciens sont toujours reliés à un événement qui s'est déroulé sur la mer. Quand j'étais enfant, mon père m'a appris à identifier les zones de pêche, à naviguer, à vivre en harmonie avec cette mer que j'aime et qui m'a toujours entouré. Avec la marée haute, nous reprenons la mer pour retourner au village de Sanlan. Une fois arrivés, nous participons aux préparatifs de la fête de la pleine lune. Comme tous les habitants de la péninsule, Quang Mo aménage un présentoir dans son jardin. Il servira à déposer des offrandes pour les dieux. Ils attendent le bon moment. Et dès qu'ils entendent la bonne phrase dans la prière, ils savent qu'ils peuvent se jeter sur la nourriture. En mangeant la nourriture mise à disposition pour Ushinji, les enfants symbolisent l'appétit de notre dieu de la mer. C'est une vieille tradition encore très populaire. Une fois la nuit tombée, la famille prépare des ballons en papier. Gonflés d'air chaud, ils s'envolent et brillent comme la lune dans l'obscurité. Ils symbolisent la communion des Dawei avec l'astre lunaire qui rythme leur vie depuis des siècles. Les peuples d'Asie du Sud-Est entretiennent des relations étroites avec les divinités qui les entourent. Ils mélangent les préceptes des grandes religions aux croyances animistes dans un syncrétisme bienveillant. De l'autre côté de la péninsule, au Vietnam, une communauté de pêcheurs tente de préserver le lien qui les unit aux déesses des 5 éléments. Ils habitent au large des côtes vietnamiennes, là où 8 collines de granit sont posées sur la mer de Chine, dans l'archipel de Cù Lao Chàm. Seule une de ces îles, On Lao, est habitée par les pêcheurs. À l'écart des soubresauts de l'histoire, ils ont conservé leurs coutumes, ainsi que des techniques qui leur permettent de puiser dans la mer, par tous les temps, de quoi survivre. Dans cette lutte contre les forces de la nature, ils comptent sur l'aide des ancêtres, des déesses et des dieux qu'ils invoquent par des prières et des cultes très anciens.
Le matin, avant de gagner le large, Sintran fait toujours une escale le long de la côte, à quelques encablures du village. Regarde, on aperçoit le temple. C'est là que sont nos 5 déesses. Elles nous protègent, tu sais, même quand nous partons pêcher au large. À 63 ans, Sintran est le doyen des pêcheurs de l'île et le gardien du temple Nguan, le temple des 5 éléments. Métal, bois, eau, feu et terre sont ici la base de toute chose. Ils symbolisent les cycles de la vie. Je viens tous les jours. Ce temple nous relie spirituellement aux déesses des 5 éléments. Je veille à ce qu'il y ait toujours une bougie et quelques bâtons d'encens allumés. Ce sont des marques de respect essentielles pour qu'elles entendent les prières que je leur adresse au nom de toute ma communauté. Chaque élément est représenté par une déesse différente. Chacune a sa prière et protège à sa façon la communauté de la malchance ou des calamités naturelles. Je m'appelle Tran, portant le signe du cheval. Au nom de toute ma communauté, j'implore votre paix, la chance et votre protection en mer. L'archipel de Koh Lao Cham se trouve à plus de 15 km à l'est du continent. Au sud de l'île, dans une baie abritée des vents, se trouve le hameau de Bai Wang. Il compte une centaine de familles de pêcheurs. L'endroit, difficile d'accès, a toujours été isolé du continent. Ceux qui vivent ici ont été protégés des évolutions brutales de leur pays. Ils vivent le plus souvent comme l'ont fait leurs parents et leurs grands-parents avant eux. Le matin, Sintran a donc ses petites habitudes qu'il partage avec de nombreux pêcheurs. Salut tout le monde. Salut Sin, ça va? Le café? Ouais, bien fort surtout. Quelqu'un a été en mer hier? Oui, mais on n'a même pas pris un calamar. Il y avait du courant? Beaucoup, mais surtout du vent. Pour l'instant, la mer est calme. Il faut en profiter. Moi je dis qu'il faut éviter d'aller vers l'île de Honmo. Hier j'ai voulu m'approcher des falaises là-bas. Mais avec les vagues, j'ai failli me retourner. Le pire c'était au retour avec le courant. J'étais épuisé. Alors un conseil, si vous décidez d'aller là-bas vous autres, soyez bien prudents. Ça va, ça ira. Moi j'ai plutôt confiance. Allez, allons-y pendant qu'il fait beau. Malgré une météo incertaine, Sintran est bien décidé à prendre la mer. Nous embarquons donc à bord de son coracle, un drôle de bateau en forme de coquille de noix. Ti, le petit-fils de Sintran, nous accompagne. Il espère qu'un jour, il sera un grand pêcheur comme son grand-père. Ti, tu penses qu'on aura des calamars ce matin? Je ne pense pas. Ce matin les autres pêcheurs n'ont rien pris. Tu ne devrais pas les écouter. Moi, je n'ai aucun doute. Je sais que nous sommes protégés par les déesses et que nous allons avoir de la chance. Tu vois, hein? Alors? Il est énorme celui-là, grand-père. Tu dois y croire et me faire confiance, Ti. Oui. C'est comme ça que tu deviendras un bon pêcheur, tu sais. Tu dois mémoriser tous ces endroits où nous venons pêcher les calamars. C'est important, c'est comme ça que tu deviendras le meilleur et que tu pourras en vivre plus tard. Le point de repère, c'est l'île de Honmo. Oui. Mémorise-le bien. Je ferai de mon mieux, grand-père. Sintran décide de mettre le cap sur l'île voisine de Honmo. Elle est située à moins de 2 km. Mais à bord de nos coracles, ce périple prend des allures de grande traversée. C'est toujours comme ça avec le vent. C'est un passage dangereux. On va essayer de trouver un endroit plus calme.
C'est l'endroit où nous pêchons des ormeaux et des escargots célamins. Ils vivent sous l'eau et ils sont bien accrochés sur les rochers. Ti est un très bon plongeur, le meilleur de sa génération sur l'île. Je suis fier qu'il ait choisi de pêcher selon notre tradition. Et si d'autres font comme lui, ils n'auront aucune difficulté à vivre ici. Bien cachés dans les rochers ou dans les failles profondes, les ormeaux ne sont pas faciles à voir. Il faut plonger en apnée dans une mer agitée par la houle. Dès qu'il les a repérés, Ti décolle les ormeaux des rochers à l'aide d'une simple tige de métal. C'est bien, continuez par là-bas. C'est un très bon endroit. C'est une petite quantité, mais c'est déjà une très bonne pêche. Nous avons beaucoup de chance. Ces ormeaux et ces escargots deviennent de plus en plus rares. Ceux-là sont de très bonne qualité. On peut espérer les vendre au moins 33 € le kilo. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de pêcheurs utilisent du matériel moderne et plongent avec des bouteilles. Le résultat, c'est que non seulement ils abîment les récifs, mais en plus, ils vident l'océan. Tu vois, Ti, si d'autres jeunes pêchent comme je t'ai appris, ils seront toujours protégés par les déesses et auront toujours quelque chose à pêcher. Cette petite pêche réjouit Sintran, car ces mollusques sont très recherchés pour la finesse de leur chair et la beauté de leur nacre. Alors cette pêche, Sin? 10 kilos de calamar. Montez, on va remorquer des coracles. C'est pas de refus avec ce vent. Bienvenue à bord. Min est le beau-père de Ti. Comme beaucoup de marins de l'île, il a acheté un bateau à moteur pour pêcher au large et vendre sa production sur le continent. J'ai toujours des cordes avec moi, parce qu'ici, avec le vent et le courant, les coracles peuvent se perdre au large. Moi, j'ai la chance d'avoir ce canot. Alors c'est normal que j'aide les autres. Chez nous, la solidarité entre pêcheurs, c'est très important. La nuit approche et nous rentrons au port de Baiwang. Notre pêche suffira à nourrir Sintran et son petit-fils, et même à faire quelques réserves pour le futur. Ti, prépare ces poissons pour le séchage. Coupe-les bien d'abord. Ensuite, mets-les dans de l'eau pour rincer. Voilà, c'est ça. Pour commencer, tu dois retourner les poissons sur le dos pour que l'eau de mer s'écoule plus facilement. Voilà, comme ça. Le sel contenu naturellement dans l'eau de mer empêche le pourrissement. C'est vrai que depuis l'arrivée de l'électricité il y a 1 an, notre confort de vie s'est nettement amélioré. Mais tu vois, les habitudes n'ont pas vraiment changé. Aujourd'hui, nous continuons à utiliser les mêmes techniques de séchage que nos ancêtres. Tu sais, beaucoup d'entre nous n'ont pas les moyens de s'acheter un frigo pour conserver leurs aliments. Le séchage traditionnel reste un choix pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Nos ancêtres nous ont appris à vivre en respectant la nature, en ne pêchant jamais en grande quantité, afin de protéger les ressources pour les générations suivantes. Moi, en tant qu'ancien, j'ai l'immense devoir de transmettre ces traditions héritées de nos ancêtres à mes enfants et petits-enfants.
Sintran vit seul dans cette maison où il a grandi. Ici, rien n'a changé ou presque depuis des années. Tout est réduit à l'essentiel. J'ai 4 fils et 2 filles. Mes fils vivent tous à Da Nang, une grande ville sur la Terre. Ils ont une bonne vie là-bas, mais avec plus d'opportunités de travail. C'est vrai qu'ici, sur l'île, c'est plus difficile. Cette photo là-bas, c'est ma fille cadette. Elle est moine bouddhiste dans une pagode à Ho Chi Minh Ville, dans le sud. J'aurais bien aimé qu'ils restent sur l'île, mais comme ils ont choisi de partir pour s'y installer, je devais accepter leur décision. Pour moi, il s'agissait d'une perte, d'un sacrifice. Mais je suis convaincu qu'avec le temps, ils comprendront la valeur de nos traditions. En attendant, c'est lui, Sintran, qui perpétue les traditions et honore les ancêtres. Chaque jour, il allume ses bougies. Leur flamme fait le lien entre les vivants et les morts. Avant d'aller nous coucher, je partage avec Sintran et sa famille les fruits de notre pêche. Nous n'avons pas une vie facile, mais ces moments sont pour nous l'occasion de partager ensemble ce que nous avons de meilleur à offrir. Le lendemain matin, le jour qui se lève sur le village n'est pas tout à fait ordinaire. Les habitants s'apprêtent à célébrer la première lune de l'année. Les festivités s'ouvrent par un jeu de chant et de hasard, le Bai Choi. Nous accueillons aujourd'hui notre troupe d'artistes de Bai Choi. Écoutez les rythmes du tambour. Soyez prêts à agiter vos drapeaux. Attention, regardez vos images. Et écoutez bien mes paroles. Ce sont les 3 mots correspondant à tes images. Si tu entends ces 3 mots dans l'une des chansons tirées au sort, tu as gagné. Voilà, nous avons des vainqueurs. Pour Ti, gagner ce Bai Choi n'est pas un heureux hasard. C'est un geste des divinités en sa faveur. Les dieux et les déesses semblent faire le nécessaire pour l'aider. Les festivités se poursuivent maintenant au temple des 5 éléments, où tout le village se rend pour honorer les forces de la nature. Si nous les célébrons, les déesses du temple des 5 éléments veillent sur nous. Grâce à leur protection, malgré les difficultés de notre vie de marin, nous avons de la chance la plupart du temps, et je pense que c'est grâce à elles. Nous sentons tous les jours qu'elles nous protègent dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi c'est important pour nous de conserver ce lien spirituel avec elles. Même si les pêcheurs traditionnels comme Sintran sont de moins en moins nombreux, les habitants de Koh Lao Cham restent unis par les croyances et les traditions qu'ils perpétuent. Comme une flamme fragile qui fait le lien entre le monde d'hier et celui de demain. Durant
Durant ce voyage, en Asie du Sud-Est, j'ai rencontré des peuples qui entretiennent avec la mer une relation spirituelle. Ils célèbrent Ushinji ou les 5 déesses. La mer est pour beaucoup un espace nourricier, pas toujours bienveillant, qui conserve une part de mystère et de magie. Je pense comme eux que vivre la mer, c'est vivre aussi dans son esprit.